Bienvenue au Bulletin des régions, une émission réalisée grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Au sommaire, pour vous, cette semaine, à Mont-Tremblant, on a profité de la semaine des tout-petits pour inaugurer le nouveau pavillon Tournesol. À Baie-Saint-Paul, les impacts des inondations du 1er mai se font toujours sentir. À l'Assomption et la Valtrie, un partenariat pour la construction d'un complexe aquatique intérieur. À Sainte-Sophie-des-Laurentides, un cimetière écoforestier numérique pour un repos éternel, la forêt de la seconde vie. À Amqui, la campagne Opération Enfant Soleil remporte un franc succès avec 125 boîtes cadeaux qui seront expédiées à des enfants des 4 continents. À Grondines, un spectacle bénéfice au profit du dépanneur communautaire Le Pop Café. À Montjoly, un salon mythicien des rencontres interculturelles. Mais pour commencer cette émission, rendons-nous d'abord à Chandler, où 13 entreprises touristiques de la MRC du Rocher-Percé ont reçu du soutien financier de la part de Développement économique Canada. Un reportage de Jean-Denis Laperrière. Le 16 novembre dernier, Diane Leboutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de Soraya Martinez-Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada, a annoncé une contribution financière de 1 065 486 $ pour 13 entreprises du secteur touristique qui visent à bonifier l'offre touristique de la Gaspésie. Ce fonds avait été mis en place en 2021 pour aider le secteur touristique à cause de la pandémie de COVID. Diane Leboutillier nous en dit plus. C'est un fonds d'aide qui a été mis en place il y a 2 ans passés pour aider les entreprises touristiques à continuer de se positionner malgré la COVID. Donc, les projets qui ont été annoncés aujourd'hui dans la MRC de Rocher-Percé aux îles de la Madeleine, on parle d'un montant de plus d'1 million de dollars pour 13 entreprises qui ont déposé 16 projets. Puis c'est des argents non remboursables qui sont alloués là, aux entreprises. Mais il faut quand même continuer d'investir auprès des promoteurs pour développer l'offre touristique, parce que là, le tourisme international a recommencé à voyager, puis on veut avoir des gens de l'extérieur aussi qui viennent chez nous, soit des gens des États-Unis, de la France, de l'Europe, puis du reste du Canada. Donc, il faut avoir une offre touristique qui est intéressante, puis de pouvoir après aussi être prêt à loger ce tourisme-là qui, lui, est habitué à voyager. Donc, fait qu'au niveau de l'hôtellerie, bien, ça permet des rénovations de chambres, ça permet d'aménager, d'aider des restaurants, ça permet d'avoir des nouvelles offres dans le circuit là, touristique de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. 3 entreprises dans la MRC du Rocher-Percé ont bénéficié de cette aide, soit Folie Boréale et Rio-Hôtel de Percé qui ont reçu 100 000 $ chacun, et Motel Fraser qui a reçu 57 700 $. Ils nous expliquent à quoi leur a servi cette aide. Cet argent-là nous a permis, dans le fond, de payer une bonne partie de notre parcours dans les arbres. Nous, on a des structures aériennes en forêt. Puis ce soutien-là nous a permis de payer un bon montant de la facture. Nous, on a fait affaire avec une firme française, aller chercher une expertise européenne. Et notre ligne de vie, c'est une ligne de vie en continu qu'on appelle. C'est ce qui fait que c'est hyper sécuritaire. Les gens ne peuvent pas se décrocher. C'est ça qui nous permet d'opérer l'hiver. Les mousquetons ne peuvent pas geler ouvert. Il n'y a pas de manipulation de mousquetons. Les doigts ne gèlent pas. Si on n'aurait pas eu les sous de DEC, on aurait eu beaucoup de difficultés à aller chercher du financement là, pour opérer. Là. Qui nous a permis d'améliorer 40 unités d'hébergement à Percé et 20 unités d'hébergement à Bonaventure. Amélioration du produit, offre touristique. Donc c'est ça qui nous a vraiment aidé à justement avoir une classification un peu meilleure au niveau de la clientèle touristique extérieure, européenne et québécoise et canadienne évidemment. On parle des chambres, on parle de l'insonorisation, on parle du Wi-Fi qui est important maintenant, qui est vraiment une importance majeure au niveau de la clientèle mondiale. On a été en mesure de venir insonoriser nos chambres un petit peu plus. On a été capable vraiment de venir renouveler les chambres en les mettant plus au goût du jour, mais avec des matériaux durables. Ça, c'était extrêmement important pour nous.
et aussi en tentant de venir insonoriser. Alors, c'était vraiment des travaux pour venir améliorer la qualité des chambres pour que nos clients puissent avoir un meilleur séjour parmi nous. Tu as parlé de matériaux durables. C'est quoi, par exemple? Par exemple, on a mis des tissus sur les murs, alors des spica. Alors, c'est des matières insonorisantes, mais en plus qui sont fabriquées au Québec et qui sont des matériaux recyclés et recyclables. Pour Samuel Parisé, préfet de la MRC du Rocher-Percé, ces aides financières permettent à des projets d'apporter des offres complémentaires. Oui, effectivement. Donc, on sait que le secteur touristique, c'est un secteur quand même assez majeur pour notre MRC. Donc, vraiment d'avoir des aides financières quand même de 1,3 million qui sont données à certains promoteurs de notre MRC, voire de toute la Gaspésie. Donc, c'est vraiment des beaux projets qui viennent développer l'ensemble du secteur, qui viennent faire des offres complémentaires avec ce qu'on a déjà comme appel touristique. On parle du Parc national de l'Île-de-l'Aventure et du Rocher-Percé. On parle du Géoparc mondial UNESCO de Percé aussi. Donc, c'est vraiment des choses qui deviennent plus complémentaires, qui font un offre de service, puis qui nous permettent de pouvoir accueillir de façon plus convenable notre touriste. Et ces aides doivent continuer pour soutenir les régions de façon à ce qu'elles soient compétitives avec les grands centres, comme le souligne Nadia Minassian. C'est des aides qui doivent demeurer dans un monde idéal parce que pour nous, dans les régions, je dirais pas juste en Gaspésie, mais dans les régions du Québec, on a toujours le défi additionnel du transport. Ça fait en sorte que les coûts peuvent monter très rapidement. Et à cause de ça, ces petites aides-là viennent nous donner un coup de pouce pour nous apporter à un niveau où on peut être compétitif aussi avec les grands centres urbains. Alors, sans ces aides-là, c'est que des rénovations, remettre au goût du jour et tout ça, ça devient tellement lourd financièrement que des fois, ça peut mettre des projets en péril. Alors, ça nous donne vraiment un coup de pouce additionnel. Selon Diane Leboutillier, on peut voir l'intérêt du programme avec le nombre de projets aidés et les emplois qui ont été créés. Dans les 2 dernières années, on a aidé 44 entreprises en Gaspésie et aux îles et ça a permis de développer 77 emplois. Donc, on voit à quel point nos intervenants dans le milieu puis nos promoteurs, à quel point ils ont à cœur le développement de la région et nous, on va continuer d'être sur place pour les supporter. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler. Rendons-nous maintenant à Mont-Tremblant, où Vincent Orlana-Pépin de TVCL était à l'inauguration du pavillon Tournesol, un investissement de 13 millions de dollars. Madame Janotte, on vient de sortir de la grande semaine des tout-petits et de célébrer la Journée mondiale de l'enfance. Le thème était « Ce qui me fait sentir en sécurité ». Dans cette optique-là, parlez-moi de l'importance d'offrir des installations de la sorte sécuritaires à des jeunes enfants. Tellement heureuse la question. C'est un must, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est tellement important d'avoir des bonnes infrastructures pour nos jeunes. Et puis ce matin, on a inauguré un super gymnase pour le pavillon ici à l'école primaire de Mont-Tremblant. Et puis c'est une fierté, comme député local, de voir la concrétisation de ce gymnase. Pourquoi? Parce que ce sont nos jeunes élèves qui vont en profiter. Puis on sait à quel point l'activité physique favorise la concentration aussi en classe. Donc c'est vraiment un atout majeur pour nos jeunes, puis pour aussi nos enseignants qui travaillent dans ces environnements. Donc, c'est motivant, là, vraiment pour eux tous. Oui, c'est ça. Vous avez dit que les enfants vont en profiter, mais il ne faut pas oublier de mentionner que les enseignants également vont en profiter ils vont profiter d'installations à la fine pointe pour pouvoir offrir les meilleurs services et la meilleure éducation possible aux jeunes. C'est exactement ça. C'est nos jeunes, c'est pas motivant quand tu travailles, quand tu t'en viens faire une partie de volleyball ou de basketball avec de vieuses infrastructures où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas de plafond, où il n'y a pas d'aération. Mais là,
non seulement pour nos jeunes, mais pour nos professeurs. Vous avez raison de le souligner. C'est important. Nos professeurs, ce sont eux les bâtisseurs. Ce sont grâce à nos professeurs que nos jeunes s'émancipent. Donc, c'est une grande fierté. Encore une fois, notre gouvernement a investi 13 millions de dollars dans cette nouvelle structure. Donc, vraiment heureuse ce matin là, d'avoir pu participer à cette inauguration officielle. C'est vraiment des locaux et un gymnase et un édifice fantastique. Merci beaucoup, Mme Janotte. Merci à vous. Bonne journée. Je rejoins maintenant Lydia Duchesne de TVCO pour faire le tour des actualités dans sa région. Lydia Duchesne, bonjour. Bonjour Martin. Lydia, pouvez-vous tout d'abord nous présenter le territoire de TVCO et votre télévision, s'il vous plaît? Oui, donc TVCO pour Télévision communautaire de Charlevoix-Ouest. Comme son nom l'indique, on dessert la portion ouest de Charlevoix, oui, c'est-à-dire les municipalités de Petite-Rivière-Saint-François, Baie-Saint-Paul, Saint-Hilarion, Saint-Urbain, les Éboulements et l'île aux Coudres. Et vous rejoignez donc un bassin de population. Quel est le bassin de la population? Environ 14 000 téléspectateurs. Et de quoi vivent les gens dans votre Charlevoix-Ouest? Eh bien, évidemment, le tourisme, on oui, le sait, c'est une activité économique importante ici, et l'agroalimentaire aussi, là, qui sont pas mal les deux principaux secteurs d'activité. Parlons maintenant un peu des actualités. Vous avez été sur le devant de la scène, Baie-Saint-Paul, avec les inondations du 1er mai. Est-ce que vous pouvez me faire un suivi là-dessus? Il y a plusieurs sinistrés qui n'ont toujours pas rejoint leur domicile. Okay. Donc, c'est loin d'être réglé là, pour plusieurs personnes, même pour la ville de Baie-Saint-Paul. On attend toujours certaines aides financières. Là. Il y a un 2 millions qui vient d'être donné du côté du gouvernement provincial pour une route oui, au Saint-Placide, qui était toujours fermée. Donc là, les travaux sont entamés. Même chose du côté des travaux pour solidifier les murets près de la rivière du Gouffre dans la Ça, ce sont les murets qui s'étaient effondrés durant les inondations. Il y a le muret qui s'est effondré, mais il y a aussi une prévention là, qui se fait de l'autre côté de la rivière là, pour des murets qui sont assez vieux, qui n'avaient pas encore été là, mis à niveau depuis quelques années. Maintenant, Lydia Duchesne, sur les inondations, là, on a vu des images, beaucoup de débris dans la rivière. Est-ce que ça va passer l'hiver, là? On a entendu dire que la Ville allait mandater une firme, un organisme là, pour faire le ménage de ce qui reste. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment les propriétaires riverains qui étaient responsables de ramasser les débris, mais il y a des quantités importantes, des gros débris, ça prend de la machinerie, donc ça va être fait plus tard, j'ai l'impression, probablement peut-être plus au printemps. Et la principale rue qui a été inondée, là, il y a des travaux quand même qui sont là, les maisons, donc, il y a des gens qui sont en train de replacer leurs maisons après les inondations. Oui, donc la rue Saint-Joseph, qui est la plus touchée à Baie-Saint-Paul. Présentement, la Ville fait un gros travail là, pour redéfinir le plan d'aménagement en urbanisme, mais les maisons qui ont pu être sauvées, parce que c'est aussi un quartier patrimonial de valeur très élevée, donc les maisons qui ont pu être sauvées, il y en a certaines qu'on voit encore présentement qui sont surélevées, on a fait de nouvelles fondations et il y a tout un respect également de la préservation du patrimoine qui est à prendre en considération dans ce dossier-là. Donc, on n'en a pas fini avec l'histoire des inondations à Baie-Saint-Paul. Malheureusement, non. Parlons maintenant des initiatives qui sont en cours. Il y a beaucoup de consultations là, actuellement à Baie-Saint-Paul et dans la région. Et je pense que c'est votre municipalité régionale de comté là, qui va de l'avant. La MRC consulte beaucoup là, ces temps-ci. Oui, la MRC de Charlevoix qui est très active au niveau des consultations citoyennes. On en a eu une qui est terminée, donc qui est en étude présentement, qui était par rapport à l'utilisation des forêts privées suite à plusieurs gros projets, souvent touristiques, justement, qui venaient s'implanter. On avait entendu parler du Géolagon, là. Ben oui, entre justement. Autres, qui voulait quelque chose d'assez sorti de nulle part, un Exactement. peu. Là, donc, la MRC, en réaction à ça, a voté un règlement de contrôle intérimaire, donc pour geler les projets là, dans ces zones-là pendant une certaine période et se repositionner sur quel est le développement dans la région, surtout en arrière-pays, où il n'y avait pas vraiment de réglementation, beaucoup de zones grises. Donc, les citoyens ont été convoqués à des séances de discussion, des ateliers dans toutes les municipalités de la MRC. Mais il n'y a pas que le thème du tourisme, là, quand même, qui devient le sujet de consultation chez vous.
Non, là, présentement, il y a une autre consultation qui se fait cette fois-ci en ligne, qui est pour les cœurs villageois. Donc, on veut améliorer les cœurs villageois. Baie-Saint-Paul, ici, on est très choyés. Là, on a un très beau cœur villageois. Il y a d'autres municipalités qui ont besoin d'un peu plus d'amour, on peut dire ça comme ça, et de service aussi. L'idée, c'est d'améliorer la qualité de vie et la rétention des nouveaux arrivants. Lydia Duchesne, chez vous comme ailleurs, là, on se mobilise pour mieux accueillir les nouveaux arrivants. Oui, Charlevoix a reçu plusieurs nouveaux arrivants là, issus de l'immigration, notamment pour combler un manque de main-d'œuvre important, comme partout au Québec. Dans l'hôtellerie, entre autres? L'hôtellerie, la restauration, mais on se rappelle aussi que le CIUS a accueilli une quarantaine d'infirmiers et infirmières l'an passé. Donc, il y a un gros Beaucoup de nouveaux arrivants dans votre région. Exactement, une belle multiethnicité aussi. Donc, la MRC, dans cet effort-là, a créé cette année la première édition du Forum régional de l'immigration en Charlevoix, qui avait comme objectif de rassembler non seulement les nouveaux arrivants, mais aussi la communauté native d'ici ou déjà bien en place, là, les faire se rencontrer, de même qu'avec les entreprises et les organismes culturels qui sont présents sur le territoire. Donc, il y avait beaucoup d'organismes à cette rencontre. Oui, plusieurs ateliers, des conférences, même des spectacles également. Donc, une belle réussite pour cette première édition. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, l'industrie touristique était très importante dans la région de Charlevoix. Est-ce qu'on peut dire que le début de la saison hivernale, c'est le début de la saison hivernale? Est-ce qu'on peut le dire officiellement? Parce que vous avez eu de la neige quand même dans Charlevoix. Là. On est chanceux cette année. La période morte là, du mois de novembre aura été assez courte finalement. La neige qui est au rendez-vous. Donc, les stations de ski, on parle du massif de Petite-Rivière et du Mont-Grand-Fond à la Malbaie, qui ouvrent le 6 décembre. Les pistes de ski de fond sont déjà prêtes aussi au Sentier des Vallons. Et tout le reste, là, on parle des CEPAC, donc nos parcs nationaux. Les parcs nationaux là, qui réouvrent, qui reprennent leurs activités hivernales dès le 1er décembre. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les fêtes de Noël qui approchent à Baie-Saint-Paul. Oui, et à Baie-Saint-Paul, on a un grand marché de Noël qui débute aussi le 1er décembre. Donc, ça commence à bouger, là. Grand marché de Noël pendant une semaine, 10 jours plus exactement, et qui est aussi jumelé à une autre activité qui est Illumine Baie-Saint-Paul, une espèce de petit festival d'art numérique là, qui en est à sa 2e édition cette année. Parce que les arts sont toujours présents quand on parle de Baie-Saint-Paul. Bien sûr, et ça évolue aussi. Lydia Duchesne, merci d'avoir fait le tour de la situation dans votre région avec nous. C'est un plaisir. Daniel Yvon de CTRB-TV nous a préparé un reportage où 2 municipalités distantes de 15 km et n'appartenant pas à la même MRC se sont pourtant unies pour créer un centre aquatique intérieur. Un projet d'envergure est lancé par 2 municipalités. En effet, le lundi 20 novembre dernier, dans le cadre d'une séance extraordinaire organisée simultanément par les villes de l'Assomption et de la Valtrie, les 2 municipalités ont officialisé leur partenariat dans le but de réaliser un projet d'envergure commun, soit un complexe aquatique intérieur. La particularité de ce projet, c'est que les 2 municipalités ne sont pas dans le même comté, ne sont même pas dans la même MRC et sont environ à 15 à 20 minutes de distance de l'une de l'autre. Ainsi, pour bien amener ce projet, les villes de l'Assomption et la Valtrie ont annoncé leur union à travers un appel d'intérêt commun dans le but de recevoir des propositions et de conclure une entente qui viserait à bénéficier de l'expertise d'un partenaire. À ce dernier serait confiée l'élaboration et la gestion intégrale d'un complexe aquatique. Écoutons le maire Goulet, le maire de la Valtrie. Donc, les villes de l'Assomption et de la Valtrie s'unissent, très important, pour la réalisation d'un projet d'envergure, soit un complexe aquatique intérieur offrant une programmation d'activités variées pour les résidents des 2 municipalités. Pour mener à bien ce projet, on annonce notre union à travers un appel d'intérêt commun dans le but de recevoir des propositions et de conclure une entente qui vise à bénéficier de l'expertise de partenaires. Et ce dernier se verra confier l'élaboration et la gestion intégrale du complexe aquatique. L'objectif de cette invitation, c'est d'obtenir des propositions
des plus complètes et avantageuses, évidemment, pour les deux municipalités, dans l'optique d'en arriver à un protocole ou un partenariat définitif pour la construction puis la gestion d'un complexe aquatique. Nos deux villes souhaitent donc que la construction et l'exploitation du centre aquatique soient prises en charge par un organisme privé sélectionné par appel d'intérêt sur la base, évidemment, d'une cession amphidiotique et d'un contrat de service entre les deux villes. Pour ce qui s'agit du partage des coûts, le partage des coûts entre les deux municipalités sera déterminé, évidemment, sur la base du poids de leur population. Les appels d'intérêt vont être lancés sous peu, mais déjà, on sent une grogne du côté de Lavaltrie, comme on peut le constater par la page Facebook de la municipalité de Lavaltrie. Donc, la majorité des gens sont contre ce projet et ce qui a amené la ville de Lavaltrie à faire une mise au point à ce sujet. Tant que nous n'aurons pas reçu de propositions complètes incluant les coûts, tant que nous n'aurons pas évalué l'impact sur le compte de taxes des citoyens, tant que nous n'aurons pas effectué des consultations auprès de la population, tant que nous n'aurons pas une réponse majoritairement positive des citoyens dans le cadre de consultations. Par contre, du côté de l'Assomption, les citoyens se réjouissent d'avoir une telle infrastructure dans leur municipalité. Ce sera donc un sujet d'importance dans les prochaines semaines, un dossier à suivre en 2024. Et notons entre autres que les deux villes, comme mentionné au début, se situent à environ 20 minutes de route de l'une de l'autre. Danny Bérubé de CTB-TV s'est rendu plus tôt cet automne à l'inauguration de la forêt de la Seconde Vie, qui est un cimetière éco-forestier numérique à Sainte-Sophie-des-Laurentides. Cette semaine, j'aimerais vous faire découvrir un tout nouveau concept qui vient juste de voir le jour. Un cimetière écologique qui se veut tourner vers l'avenir en utilisant une application numérique. C'est assez particulier et je vous dirais fort intéressant. Ce cimetière s'appelle la Forêt de la Seconde Vie et il est situé à Sainte-Sophie dans les Laurentides. La semaine dernière, j'ai assisté à leur ouverture de ce nouveau cimetière et les deux propriétaires, Guillaume Marcoux et Richie Darèche, nous expliquent d'où leur est venue cette idée-là. Bienvenue, bienvenue à tous. Merci de vous être déplacés avec toute cette température qui change constamment. Bienvenue au tout premier cimetière éco-forestier, la Forêt de la Seconde Vie. J'ai l'honneur de vous présenter les cofondateurs, les innovateurs de la Forêt de la Seconde Vie, Richie Darèche et Guillaume Marcoux. J'aimerais inviter Richie et Guillaume à nous parler du concept, de leur motivation puis des attraits qu'on peut retrouver sur le site. Donc, sans rentrer dans le détail, parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut vous en parler pendant combien d'heures, mais on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, puis je vous invite à aller visiter dans notre site internet forêtlasegondevie.com, tous les détails s'y trouvent, et même plus. Essentiellement, Forêt de la Seconde Vie, bon, ben, c'est une nouvelle proposition qu'on envoie ici dans l'univers, surtout pour les Québécois, une nouvelle alternative aux cimetières plutôt conventionnels. Qu'est-ce qui est aussi très important, puis pour moi, je le soulève dans toutes les entrevues qu'on a, c'est le legs générationnel qui est hyper important pour moi. Comment dire, Pierre tombale, ça dit certaines choses. Définitivement, d'une personne à l'autre, ça a une différente représentation. Mais la technologie qui est associée ici avec la croissance d'un arbre, ça fait en sorte que ça perdure. Le legs entre les générations, la connaissance, les souvenirs, les mémoires, les photos, les recettes de famille, les beaux moments vont demeurer dans la réalité augmentée. Ce qu'on accouche en fait aujourd'hui, c'est littéralement c'est une première mondiale quand on parle d'un cimetière qui est 100% axé sur la création et la préservation de nouvelles forêts. C'est un modèle d'affaires qui est totalement sensé. Donc, on sait que l'écologie actuellement tire de la patte. Puis là, de voir que nous, on va réussir à créer de nouvelles forêts grâce à la participation aussi de tous et chacun. Voulant en apprendre davantage sur ce concept, eh bien, j'ai demandé un peu plus d'explications à Guillaume Marcoux.
Pouvez-vous nous expliquer globalement qu'est-ce que c'est la forêt de la seconde vie? Oui, globalement, ça va être difficile, mais je vais faire mon possible. En fait, c'est un domaine, c'est un sanctuaire de 2,5 millions de pieds carrés sur un ancien terrain de golf qui a été artificialisé. Et notre but ici est de reboiser la totalité de ce qui avait été artificialisé à l'époque en créant des nouvelles zones forestières. Dans chacune de ces nouvelles zones forestières-là, il y a le choix de 5 essences. Donc, 5 x 5, il y a 25 essences au total qui sont offertes au public. 25 essences d'arbres? Essences d'arbres, principalement, définitivement. Puis notre but aussi, c'est de créer justement ces nouvelles forêts-là en offrant le service de devenir un arbre, tout simplement, et d'avoir des possibilités d'innovation autour de l'arbre. Donc, en créant ces nouvelles zones-là, on s'inscrit justement dans la création de nouvelles biodiversités, de nouveaux écosystèmes aussi. Donc, ça touche plusieurs volets. On vient aussi offrir des espaces commémoratifs naturels. Essentiellement, c'est ça. Il y a aussi, il y a 2 types de produits, de grandes catégories de produits. C'est vous pouvez acheter un arbre de votre vivant, donc un espace de vie de votre vivant, et dès maintenant, commencer à contribuer à votre empreinte écologique sur Terre, voir croître cet arbre-là, dans éventuellement la possibilité d'avoir des illuminations qui seront au pied de cet arbre-là aussi. Il y a tout le volet commémoratif aussi, donc il y a un paquet de sous-produits qui sont offerts pour des gens qui ont déjà des cendres à la maison, de gens qui sont décédés. Il y a aussi des produits pour les animaux de compagnie, où est-ce qu'ils peuvent aussi s'inhumer au pied de l'arbre, où il y aura une prairie fleurie aussi qui sera réalisée, où est-ce que les cendres de votre animal de compagnie pourront être épandues dans une prairie de biodiversité qu'on appelle, avec des graines de fleurs, puis comme ça, vous contribuez aussi à alimenter cet écosystème-là qui est au sein du site. Mais d'où vous est venue l'idée, vous et votre collègue, de démarrer un projet d'envergure comme ça? Oui, l'idée nous est venue... Bon, on a fait l'acquisition du terrain de golf en 2019. On a fait un peu de développement immobilier autour de tout ça, mais essentiellement, comme gens en immobilier, on cherchait à faire une différence. On cherchait à offrir aux gens une alternative des cimetières conventionnels qu'on connaît. Là, vous êtes les premiers à faire ça. Est-ce que c'est les premiers ici au Québec ou les premiers au Canada? On peut aller plus loin. On peut aller même plus loin? On peut aller plus loin. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet. On a fait des recherches, toutes les recherches qu'on a pu possibles, imaginables, mais il n'y a rien qui se rapproche à ce qu'on offre ici aujourd'hui, qui est la forêt de la seconde vie. Alors, on invite les gens, évidemment, à aller voir notre site web, forêtdelasegondevie.com, tous les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations qui s'y trouvent, mais surtout, venez nous voir. Une visite vaut 1000 mots. Les gens, le commentaire qui revient souvent, c'est « Wow, merci de nous offrir l'opportunité de devenir ce qu'on souhaitait devenir après notre vie dans la mort. » Parlez-moi, parce qu'ici, vous avez différents forfaits que vous offrez. Oui. Alors, parlez-moi de ces différents forfaits-là. Ah, des options. Les options. C'est bien dit. Différentes options. Quelles sortes d'options qu'on a ici? Oui, bien, sans trop rentrer dans le détail, parce que moi, je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais c'est ça, c'est qu'il y a comme deux possibilités qui sont offertes ici en option. Donc, c'est soit commémoratif, donc, excusez-moi, c'est quelqu'un qui est décédé, ou c'est quelqu'un de sa vie, l'arbre de vie, qui veut tout de suite contribuer, puis créer un sentiment d'appartenance avec l'endroit. Tu sais, c'est notre destination finale. Effectivement. Puis, en cimetière conventionnel, bien, on y va, mais on n'a pas de lien d'attachement. Mais nous, au contraire, ici, avec l'arbre de vie, l'espace de vie, c'est que tu l'achètes de ton vivant. Tu viens en profiter de ton vivant. Tu lègues cette croissance-là. Puis même si ça vient c'est un élément quand même assez fort, c'est que nous, on va tourner une vidéo commémorative. OK. C'est quand vous allez acheter votre arbre, planter, enraciner votre arbre. Tout notre slogan, c'est « Enracinons-nous ». C'est que vous allez tourner une vidéo faite par des professionnels ici, puis vous allez léguer le dernier message à vos proches. Puis au moment de votre mort, le système, nous, on va libérer la vidéo aux membres de votre famille qui vont vous entendre X nombre d'années en arrière, vous-même vous laissez dans les derniers messages à vos proches. Vous parlez aussi que vous êtes avant-gardiste parce que vous rentrez dans l'ère numérique avec ce cimetière-là. Expliquez-nous un petit peu c'est quoi le concept de l'ère numérique. Oui, l'ère numérique, en fait, aussi, c'est pour être écologique. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, vu que la forêt n'a aucune identification, n'a aucune plaque, aucun code QR, donc nous, on a voulu vraiment limiter les types de produits qui étaient utilisés. Donc, essentiellement,
excusez-moi, la forêt, ça va être une forêt. À terme, si vous allez vous promener dans une forêt comme vous vous promenez derrière chez vous, dans un parc quelconque. Donc, pour ne pas avoir à consommer des produits, le transport, etc., on a opté pour le volet technologique. Maintenant, le volet technologique, c'est une application qui vous permet de localiser l'arbre de l'être cher, qui va en fait vous diriger vers cet arbre-là. Et dans un rayon d'environ 4 mètres autour de l'arbre, ça vous dit « Ah, l'arbre de votre défunt est présent ». Vous cliquez dessus et là, vous tombez en réalité augmentée. Il y a un coffre qui apparaît au pied de l'arbre. Vous cliquez sur le coffre et il y a une arborescence de photos, de vidéos, de questionnaires biographiques sur qui était la personne, ses aspirations, ses défis, ses échecs, ses mémos qu'il voudrait laisser aux générations futures. Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia nous rapporte que grâce à l'opération Enfant Noël, 125 boîtes cadeaux confectionnées à Amqui seront distribuées aux 4 coins du globe. La campagne Opération Enfant Noël est maintenant terminée. Je suis au Centre chrétien d'Amqui pour venir rencontrer Denis Lavallée-Pasteur et Laurence Pelletier, qui est la responsable de la Bourse du Bon Samaritain, pour faire le bilan de cette campagne. Bonjour. Denis Lavallée, Laurence Pelletier, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. On s'était vu il y a environ 2 mois pour le lancement de Opération Enfant Noël. Là, on se revoit aujourd'hui pour faire le bilan de cette campagne-là. Comment ça s'est passé les 2 derniers mois? Très, très bien. Très bien. Vous voyez comme ce que je tiens dans mes mains. Par ici, ils ont fait un petit toutou. Et on leur a mis même un petit mot avec leur toutou pour leur dire qu'il avait été fabriqué avec amour par les sœurs ici. Et même de leur amour, la population, je les avais apportés et ont trouvé ça, l'idée très géniale. Et l'année prochaine, j'ai même une dame qui est venue vers moi, puis que ça lui a donné l'idée de nous en confectionner. Ça fait qu'il y a déjà des projets dans l'avenir. Mais ça, ces petits oursons-là que tu nous montres ont été mis dans les boîtes qui vont être distribuées dans chacune des boîtes? Oui, dans chacune des boîtes. Fait que là, ça a pris des gens pour les faire, là, cette belle grande quantité d'oursons-là? Oui, on a fait ça. On se réunissait une fois par 15 jours, puis on faisait ça ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur, avec les dons qu'on avait. Il y en a qui, moi, personnellement, le coup d'un bouton, c'est quasiment difficile, mais on a participé. Et puis, on s'était parlé aussi de l'objectif qu'on voulait atteindre cette année. Je vois la pile de boîtes derrière qui est immense. Elle est beaucoup plus grosse que celle de l'année dernière. Est-ce qu'on a atteint notre objectif? Oui, on l'a atteint. C'était notre 125 boîtes. Là, j'en ai 123 présentement ici, mais il y en a encore en circulation. OK, fait qu'il y en a d'autres qui pourraient se rajouter ou qui seraient prêtes pour l'année prochaine. Oui, c'est en plein ça. C'est quand même bon parce que l'année passée, on a fait combien? Une centaine. Fait qu'on a encore augmenté le nombre de personnes qui donnent. Vous avez souvent des belles histoires avec les boîtes cadeaux. Est-ce que vous avez eu un don ou avez-vous une situation qui vous a marqué cette année? Bien, les dons qui ont été faits ici, là, dans la région, c'est exceptionnel parce que le travail que Laurence a fait en public pour aller solliciter les gens, la réponse a été numéro 1. C'était fantastique. Laurence était toute excitée. Moi, de voir Laurence qui s'épanouit dans ça, bien, c'est ma joie, c'est ma récompense un peu. Puis de voir des femmes là, qui placotent, qui regardent ça pour confectionner des bébés toutou boubou qu'on avait appelés cette année, ça remplit mon cœur de la joie. Pourquoi? Parce que le travail qui est fait ici, Marc, est envoyé en mission. Et le Centre chrétien d'Amqui a cette vision de la mission outre-mer où il y a des besoins urgents, des enfants qui, cette année, vont recevoir un cadeau pour ce que ça vaut, un cadeau. Mais pour l'enfant, là, c'est tout l'or qui reçoit ça. Pourquoi? Parce que Noël, pour lui, ça ne sera pas seulement une boîte, mais il va recevoir aussi la signification de cette boîte-là, que Noël
va être le plus beau message qu'il aura entendu de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus qui est venu dans ce monde. Et ceux qui se donnent à l'écoute de ce message-là deviennent avec un cœur rempli d'espérance. Et ça, là, Marc, c'est notre joie à nous de pouvoir donner. Oui, parce qu'il faut quand même mentionner que les gens qui s'impliquent, c'est du bénévolat. Donc, le temps qu'ils donnent, c'est pour faire plaisir aux autres. Fait que c'est un beau don de soi, ce que les gens font. Absolument. Oui. Absolument. Écoute, c'est de voir comment est-ce que il y a de la mobilisation, puis de voir que, écoute, de A à Z, chaque boîte, Laurence a regardé les boîtes. Il faut qu'elle regarde tout ce qu'il y a dans la boîte et tout ce qui... Est-ce que c'est conforme, non conforme? Et il y a beaucoup d'heures de plaisir qui a été fait de par Laurence là-dessus. Est-ce qu'on peut rappeler quand est-ce que les boîtes vont partir et où est-ce qu'elles vont aller? Oui, c'est demain matin que je vais porter ça à Rimouski. Puis c'est l'Église de Rimouski qui nous supporte pour le transport. C'est eux autres qui vont aller les apporter à Québec. Okay. Fait que ça nous permet d'avoir de l'aide. Et en passant, je voudrais remercier la population d'Amqui. Encore une fois, parce qu'on a eu beaucoup de reconnaissance cette année par la population. On a eu beaucoup d'appui, beaucoup de bons petits moments ensemble. Je trouve que la population d'Amqui, c'est une ville, pas rien qu'on s'amuse, mais c'est une ville aussi qui sont généreux. Et ça nous touche énormément, qu'on est accepté dans notre région. Et on voit aussi le plaisir qu'ils ont à donner. Et moi, ça touche vraiment mon cœur. C'est un très beau message. Et là, ça va partir de Québec et ça va aller dans plusieurs pays, n'est-ce pas? Oui, ça s'en va premièrement là, à Calgary. Eux autres, ils font encore la même chose que nous autres. Ils vérifient toutes les boîtes et ça s'en va après ça dans les pays, dans l'Amérique centrale, plus l'Ukraine aussi, la Philippine, tous les endroits où vraiment c'est démuni et les enfants en ont besoin. Il y a vraiment des besoins. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette édition 2023 d'Opération Enfant Noël un succès et qui vont contribuer à transmettre la joie et l'espoir chez les enfants vivant dans des situations difficiles partout dans le monde. La ville de Grondines n'a qu'un seul dépanneur et il opère grâce au travail des bénévoles. Ces bénévoles ont besoin de soutien et c'est pourquoi on avait organisé un concert bénéfice auquel Charles Laviolette de CJSR a assisté. Le 1er novembre 2019, on a été inondés, comme je vous ai dit, à Austin. Puis à ce moment-là, c'était dans la savonnerie. Bon, on a perdu beaucoup d'inventaire. C'est au Centre des Roches de Grondines que s'est produite Marie-Ève Lejour, fondatrice de la savonnerie des Diligences, avec en première partie le groupe Cabouche. Plus d'une cinquantaine de personnes ont assisté à la soirée dont l'objectif était d'amasser des fonds au profit de la coop et de son principal projet, le dépanneur Pop Café. Un souper-spectacle, un spectacle d'humour, on va dire ça comme ça, mais en fait plutôt un grand témoignage de résilience et de courage, je dirais. On avait invité une femme d'affaires exceptionnelle qui est venue partager ses expériences de femme d'affaires, ses expériences d'humaine à travers tout ça. On a eu une première partie qui était super dynamique et qui a bien réchauffé la salle, qui était un groupe local qui s'appelle Cabouche. Hier soir, il y était deux, Nicolas Salignan et Sylvain Rodrigue. Par manque de bénévoles, le projet du Pop Café vivote. C'est pourquoi on souhaite rapidement voir se concrétiser le projet de dépanneur autonome. C'est un petit dépanneur communautaire, en fait le seul dépanneur du village de Grondines qui survit, qui à l'aide de bénévoles commis uniquement.
Pour opérer un dépanneur de manière avec seulement que des bénévoles, c'est un énorme effort. Ça prend des gens. On est ouvert 5 jours, on est ouvert 4 à 5 heures par jour. Pour couvrir toutes ces heures-là au courant de l'année, on a une trentaine de bénévoles là, qui s'impliquent, qui forment des nouveaux bénévoles ou qui font la caisse ou qui font l'inventaire, qui font la comptabilité. C'est tout ça, là, c'est une mini-entreprise. Compter seulement sur le bénévolat, c'est risqué pour un commerce parce que si les gens ne sont pas là parce qu'ils ont d'autres priorités, parce que l'économie a subi des vagues. C'est pour ça qu'on a eu envie et puis qu'on est sur le point de faire fonctionner le POP autonome qu'on appelle, qui est un dépanneur en libre service. Les gens vont pouvoir venir se servir eux-mêmes, payer et repartir. Imminemment, l'ouverture du POP autonome. On teste la machine, on verra ce que ça donne. On a confiance dans le projet. C'est un beau programme. Marc Després de TV Métis s'entretient avec Lévin Stellengepi, originaire du Cameroun, à l'occasion du Salon mythicien des rencontres interculturelles qui se déroulait à Amkoui. Eh bien, Lévin, vous êtes participante à ce premier Salon mythicien des rencontres interculturelles. Vous parlez du Cameroun, donc vous êtes originaire du Cameroun? Oui, je suis originaire du Cameroun, principalement de l'ouest du Cameroun. Et il faut également noter que le Cameroun est l'un des nombreux pays d'Afrique. Et c'est un pays situé en Afrique centrale, un peu au-dessus de l'équateur. Et le Cameroun est un très vaste pays, avec une population diversifiée, une identité culturelle remarquable, une diversité culturelle remarquable également, avec des sites culturels, touristiques remarquables, pittoresques, que je vous donnerai de voir si vous avez l'occasion de vous y rendre. Et à ce moment-là, donc, pour vous, c'est important, donc, un salon de ce style-là? Oui, c'est important parce que ce que j'ai remarqué premièrement quand je suis arrivée au Québec, c'est que toutes les personnes que j'abordais allaient me parler du Cameroun, allaient me dire « Est-ce que tu es d'Afrique ?» Comme si l'Afrique, c'était un pays. Or, l'Afrique, c'est un continent, tout comme l'Amérique, tout comme l'Europe. Et le Cameroun est un pays d'Afrique. Donc, on ne peut pas directement m'identifier à l'Afrique comme si l'Afrique était un pays. L'Afrique est vaste. S'il fallait parler d'Afrique, je pense que tous les encyclopédies du monde seraient déjà remplies à ce jour, oui. Donc, ce serait un salon juste sur ce sujet. Exactement, ce sera un salon juste sur ce sujet. Et dans le salon de ce jour, sur les rencontres interculturelles, culture, ça parle de diversité. Le Cameroun est grand, divers. Et l'Afrique également est vaste. Le monde est vaste. Il n'y a pas que les Camerounais à Montjoli, à ce qu'il paraît. J'ai rencontré des Guinéens, j'ai rencontré des Béninois, j'ai rencontré des Sénégalais également, avec qui on a échangé. J'ai rencontré des Philippiens, des Mexicains aussi. J'ai un peu appris de leur culture, qu'est-ce qu'ils sont venus nous montrer aujourd'hui. Et moi, ce que je suis venue montrer, c'est les richesses culturelles de mon pays, passant par les grandes aires culturelles, parce que nous avons 4 grandes aires culturelles qui nous véhiculent des messages, qui nous véhiculent des manières de vie, des arts vestimentaires divers, des manières de danser, de s'asseoir, et même ça nous apprend l'humilité, même si les Camerounais ne seront jamais humbles. Et bien, c'est ça. Donc, en plus de donner beaucoup d'informations, donc effectivement, côté vestimentaire, vous avez amené quelques vêtements. Vous avez aussi des instruments là, pour faire la cuisine. Oui, j'ai des instruments pour faire la cuisine parce que le blender, il est récent. Le blender ou bien moulinette, il est récent. Autrefois, pour moudre nos arachides, pour moudre nos épices, on utilisait la pierre à écraser. Je ne sais pas si vous pouvez avancer pour qu'on essaie de voir à quoi ressemble la pierre à écraser. On va faire un essai tantôt. Parfait. Et donc, la pierre à écraser, ça s'utilisait par nos mamans, par nos grandes-mères pour moudre les arachides parce qu'il n'y avait pas le blender. Elles vont poser leurs épices sur la pierre par un mouvement de va-et-vient, écraser jusqu'à ce qu'elles obtiennent une pâte avec laquelle elles vont assaisonner leur repas, avec laquelle elles vont faire leur repas. Et ça avait un goût inouï, un goût vraiment particulier dans nos repas parce que ça gardait toute sa saveur, tous les parfums frais du repas étaient conservés.
Et je pense que vous avez d'ailleurs été un kiosque très populaire aujourd'hui. Je pense que vous avez réussi à intriguer les gens. Oui, oui. Principalement grâce à nos chutes d'eau. Des chutes d'eau au Cameroun qui, pour la première édition, bien je vais dire la première version, autant pour moi, du film Tarzan, il y a les chutes d'eau des Comcam au Cameroun de près de 80 mètres de haut qui ont servi de site de tournage pour le film Tarzan. Et donc c'est quelque chose qui est rentré dans l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a des personnes d'ailleurs qui vont se déplacer, prendre un billet d'avion direction le Cameroun parce qu'on veut aller voir le site où le film Tarzan a été tourné. Et je pense que vous êtes vraiment fiers du Cameroun, mais pourquoi l'avoir quitté? Non, le fait d'être fier et de quitter mon pays, ce n'est pas pareil. Okay. On découvre de nouveaux horizons. Tout comme certains d'entre vous vont venir au Cameroun découvrir, nous aussi, nous sommes ouverts à la découverte. On veut aller vers vous, apprendre à vous connaître également, apprendre de vos cultures, on apprend des autres pour mieux vivre. C'est en apprenant des autres qu'on parvient à être vraiment épanoui. On accepte l'autre, on accepte ses différences et aussi on apprend à s'exprimer. Et à ce moment-là, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes arrivé au Québec? Je suis arrivée au Québec au mois de mars dernier, donc ça va bientôt faire 6 mois. Je suis au Québec depuis quelque temps déjà et donc je touche mon premier hiver actuellement. Oui. Pas trop difficile? Non, pas trop difficile parce que grâce à justement cette organisation qui organise cet événement et beaucoup d'autres, on a eu un atelier de formation sur comment se préparer pour l'hiver. Et durant cet atelier, ils nous ont fait des petits enseignements sur les préparations de l'hiver, les manteaux à mettre, les chaussettes, les gants, les mitaines. Vous appelez les mitaines, mais nous, on les appelle les gants. Fait que je pense que je suis assez parée pour affronter l'hiver. Je suis assez parée. C'est vrai que c'est mental aussi. C'est physique, mais c'est mental aussi. Donc, si je ne suis pas préparée psychologiquement, je pourrais affronter l'hiver physiquement. Et à ce moment-là, donc, vous êtes venu directement dans la Métis? Ou... Oui, je suis venue directement dans la Métis parce que je suis arrivée un 20 mars et le 26, j'étais dans la Métis déjà. Oui. Je suis venue en tant que travailleur temporaire et directement, j'ai rejoint mon poste de travail que j'exerce jusqu'à ce jour. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel à Montjoly. Au Quality Inn and Suite de Montjoly, je suis réceptionniste dans cet hôtel-là. Et est-ce que vous aimez la Métis? Oui, les gens sont accueillants, ils sont ouverts. Ils veulent apprendre des autres et c'est tout un autre honneur de voir comment ils sont accueillants parce que ça aurait été frustrant d'arriver et de voir que les gens vous lancent des regards par-ci, par-là. Ça aurait été frustrant, mais non. Ils sourient quand ils nous voient, ils nous saluent et on ne demandait que ça. Et je pense qu'effectivement, vous avez eu un beau coup de cœur pour le coin. J'ai eu un coup de cœur. J'ai eu du plaisir à partager ma culture aux autres parce qu'ils voulaient vraiment apprendre et ils ressortaient toujours avec un grand sourire. Fait que c'est vraiment ce que je voulais pour aujourd'hui et je pense avoir atteint les objectifs. Et à ce moment-là, que pensez-vous? Vous avez côtoyé Elisabeth Dupont à ce moment-là et son travail. Donc, pour vous, c'est important d'avoir une ressource de ce style-là en région? C'est plus qu'important parce que grâce à elle, les autres nationalités africaines qui étaient au Québec, j'ai pu les rencontrer. Au pire, je serais restée chez moi, j'aurais allé à mon travail. J'aurais cru que je suis la seule africaine à Montjoly. Or, nous sommes nombreux à Montjoly. Ça m'a permis de rencontrer les Québécois eux-mêmes, de savoir un peu qui ils sont et de voir que les Québécois veulent apprendre de moi. Donc, le poste qu'Elisabeth occupe, c'est un poste vraiment important dans l'intégration, dans l'intégration des immigrants, parce qu'elle permet ça permet de mettre les gens en relation, qu'ils se parlent, qu'ils voient ce que l'autre a que tu n'as pas, par exemple. Vous savez, les différences font parfois la force. Connaître ce que l'autre a par rapport à ce que l'autre n'a pas, ça permet de donner ce que tu as pour renforcer cela. Donc, ça maintient les liens, ça crée des liens. Et on a plusieurs kiosques aujourd'hui. Je pense que vous-même, vous avez découvert d'autres origines. J'ai découvert plein d'autres origines. J'ai découvert la Côte d'Ivoire, j'ai découvert la Guinée, j'ai découvert le Mexique qui est mon voisin le plus proche. J'ai découvert les Philippines. J'ai mangé chez les Philippiens. J'ai mangé également chez les Tunisiens. Et c'était vraiment magnifique.
j'aurais pas rêvé mieux pour cet événement. Je me disais, ça devait être un tout petit truc où on devait se placer, quelqu'un devait venir lire. Non, mais il y a eu un partage, il y a eu une interaction avec les gens. C'était vraiment... c'était le top, hein? C'était le fun. Et aux autres immigrants, qu'est-ce que vous leur diriez? Bon, on sait qu'Élisabeth, justement, Dupont, met beaucoup de travail, là, essaie de faire au moins une activité par mois. Donc, qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là? C'est surtout de ne pas rester isolé dans son... Aux autres immigrants, je dirais, rapprochez-vous de la MRC de la Métis. Premièrement, quand vous arrivez, rapprochez-vous de ces organismes-là qui travaillent pour votre intégration parce qu'ils jouent vraiment un rôle important. Ça permet de ne pas être renfermé, ça permet de sortir, de voir du monde. Ça permet de s'intégrer, de vivre dans une société normale. C'est vrai, ce ne sera pas la même société que celle où vous avez vécu avant, mais ce sera une société qui est prête à vous accueillir et ça vaut la peine. J'allais dire, pour terminer, bienvenue chez nous, mais plutôt, j'aurais plutôt tendance à dire bienvenue chez vous. Je suis déjà comme chez moi. Je me prends déjà comme une Montjolienne. Hein. Fait que bienvenue à moi aussi. Je me sens bien, l'intégration se passe très bien. Je ne pouvais pas rêver mieux de voir le sourire sur les lèvres des gens. C'est ce qui me donne la force quand je me réveille tous les matins. Quand je te dis bonjour et que tu me réponds par un sourire, bonjour, ça va? Ça jase? Ça va. Ben, merci beaucoup. Merci à vous également. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision communautaires qui ont participé à la réalisation de cette émission et je vous dis à la prochaine.